Bonjour, chers amis, c'est Hervé Choseville, non pas à l'antenne, mais en vidéo, puisque cette semaine, c'est la semaine sainte, et il n'y aura pas d'émission Panorama Info enregistrée à Radio Salve Regina, car cette émission est habituellement diffusée sur les ondes de cette radio le jeudi. Demain, c'est jeudi saint, et il est donc évident que le programme de la journée sera très chargé à Radio Salve Regina et qu'il n'y avait pas de place pour diffuser une éventuelle émission Panorama Info. Cependant, j'ai décidé malgré tout d'enregistrer mon émission, mais depuis chez moi. Et comme vous pouvez le voir sur cette carte de l'Asie, aujourd'hui je voudrais évoquer la Chine, rappeler quelques points concernant la Chine, à l'occasion de la visite du président français Emmanuel Macron dans ce pays qui a commencé aujourd'hui, donc nous sommes mercredi 5 avril. Donc cette émission est enregistrée dans des conditions un petit peu exceptionnelles depuis chez moi, et j'ai pensé qu'il était bon de rappeler certains éléments concernant la Chine qui ne sont pas évoqués, en tout cas pas tous, et pas suffisamment profondément à mon goût, par nos grands médias concernant la Chine. Alors d'abord, il faudrait évacuer de manière définitive l'idée que Emmanuel Macron va convaincre Xi Jinping de prendre ses distances à l'égard de Moscou ou d'adopter une position plus équilibrée dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. La France, à elle seule, ne représente pas grand-chose face au géant chinois. Lequel géant chinois a ses propres préoccupations et son propre agenda qui certainement ne correspond pas à celui d'Emmanuel Macron. Alors, concernant la Chine, je voudrais, pour commencer, évoquer en quelques mots la question de Taïwan. Voilà, je la mets à l'écran, cette île de Formose, Taïwan, qui fait face à la Chine continentale et qui est l'un des points de plus haute tension internationale depuis quelques mois, en particulier depuis la visite qu'a effectuée celle qui était à l'époque la présidente du Congrès américain, Nancy Pelosi, l'été dernier. La Chine communiste, donc la Chine de Pékin, affirme que Taïwan est une province renégate qui fait partie de la République populaire de Chine et qui doit retourner dans le giron de la République populaire de Chine. Alors, à ce propos, je souhaiterais faire une petite mise au point. Rappelons que Taïwan n'a jamais fait partie de la République populaire de Chine, puisque, petit rappel historique, Taïwan est l'héritier, ou l'héritière, je ne sais pas si on doit parler au féminin ou au masculin, l'héritière de la République de Chine qui a précédé la République populaire de Chine. Mais remontons encore un peu plus loin. Prenons le 19e siècle, par exemple. L'actuelle Taïwan, Formose, est devenue une province japonaise
à la fin du XIXe siècle. Et elle est restée japonaise jusqu'à la capitulation japonaise de 1945, date à laquelle, ou année durant laquelle, progressivement, la République de Chine a repris le contrôle de cette île, ou a pris le contrôle de cette île, puisqu'elle n'avait jamais fait partie de la République de Chine, qui n'est pas si vieille que ça, qui datait de 1912. Et elle est devenue une province chinoise. Ça date de 1945. Cependant, la guerre civile a fait rage en Chine entre le gouvernement légal, qui était celui de la République populaire de Chine, le gouvernement reconnu par la communauté internationale, gouvernement présidé par le généralissime Chiang Kai-shek, et la guérilla communiste qui s'est progressivement emparée d'une grande partie du territoire chinois jusqu'à l'année 1949, où cette rébellion communiste dirigée par Mao Zedong s'est emparée de Pékin, la capitale de la Chine, et a proclamé la République populaire de Chine. Au moment où Mao Zedong faisait cette proclamation, en 1949, en octobre 1949, le gouvernement légal de la République de Chine s'était replié vers le sud et a entamé une traversée du détroit de Taïwan pour aller s'installer à Taïwan et maintenir la légalité chinoise, la légalité de la République de Chine à Taïwan. Ça a été un exode énorme, puisque toute l'armée chinoise, l'armée de la République de Chine, est passée à Taïwan. L'administration, les fonctionnaires et une partie de la population chinoise a suivi le gouvernement de Chiang Kai-shek pour aller se réfugier à Taïwan, pensant se mettre à l'abri temporairement sur l'île avant de tenter la reconquête du pays, le but étant de chasser les communistes et de reprendre le contrôle de la Chine. Sur ces entrefaits, la République populaire de Chine a assis son pouvoir et a pris le contrôle de toute la partie continentale de la Chine. Donc à partir de 1949, on a eu une double légitimité. La légitimité de la République de Chine installée à Taïwan, qui continuait à contrôler la représentation de la Chine aux Nations Unies, et en particulier le siège crucial de la Chine au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et, parallèlement, la légitimité de la République populaire de Chine, qui, au fil des ans, a reçu de plus en plus de reconnaissance internationale, à commencer bien sûr par le bloc communiste, l'Union soviétique et ses satellites. Ça a duré jusqu'au début des années 70, où la Chine la Chine populaire ayant des problèmes avec l'Union soviétique, notamment pour des questions territoriales, mais pas seulement, les Américains ont vu une opportunité de diviser le monde communiste en tentant une ouverture diplomatique vers la Chine populaire, car rappelons que les États-Unis étaient à l'époque engagés dans la guerre du Vietnam et que le Nord-Vietnam et le Viet Cong étaient soutenus par le bloc communiste. Donc, en tentant des négociations avec la Chine, les États-Unis pensaient pouvoir faciliter leurs tâches et leur futur désengagement du Vietnam
afin que la Chine cesse son soutien au Vietnam communiste, c'est-à-dire au Nord-Vietnam, et à la guérilla Viet Cong. Rappelons que le Nord-Vietnam était à l'époque plutôt pro-soviétique que pro-chinois. C'est ainsi que les Américains ont laissé faire ce grand changement diplomatique qui a été l'entrée de la République populaire de Chine aux Nations Unies, et donc le départ de Taïwan, parce qu'il ne pouvait pas y avoir deux Chines aux Nations Unies, et le siège du Conseil de sécurité s'est retrouvé aux mains du régime de Pékin. Quelques années plus tard, les Américains ont établi des relations diplomatiques avec la Chine, reconnaissant le principe d'une seule Chine, mais maintenant des relations non diplomatiques, mais des relations malgré tout, en particulier dans le domaine militaire, avec le gouvernement de la République de Chine à Taïwan. Chiang Kai-shek est mort en 1975, Mao Zedong est mort en 1976, et ce statu quo a perduré. Sauf que petit à petit, Taïwan perdait ses relations diplomatiques avec la plupart des pays du monde, et que progressivement, la République populaire de Chine était de plus en plus reconnue internationalement. La mort de Mao Zedong n'a pas favorisé une émergence démocratique en Chine, tandis que celle de Chiang Kai-shek a permis une évolution démocratique à Taïwan. Le successeur de Chiang Kai-shek, qui était son fils, a rétabli, ou a plutôt entamé un processus démocratique et la tenue d'élections libres et démocratiques. Donc Taïwan est devenu, à partir des années 90, un État pleinement démocratique. Il a encore été listé dernièrement comme étant le pays le plus libre d'Extrême-Orient, le pays le plus démocratique d'Extrême-Orient, plus que la Corée du Sud, plus que le Japon. Taïwan est aujourd'hui une société libre, une société où la presse est absolument libre, un pays où il n'y a pas de prisonniers politiques, contrairement aux millions de détenus chinois dans les camps de rééducation ou les camps de concentration qui parcellent l'univers concentrationnaire chinois et où seul le Parti communiste chinois est autorisé et contrôle l'État chinois. Pour compliquer encore un peu la chose, le parti historique de Chiang Kai-shek a perdu le pouvoir au profit du DPP, le Parti démocratique progressiste, qui ne cache pas ses ambitions indépendantistes, qui souhaiterait donc que Taïwan ne soit plus la République de Chine, qui n'est plus qu'une fiction, une coquille vide, mais soit tout simplement la République de Taïwan. Et par ce biais, l'ambition est d'obtenir une reconnaissance internationale en tant que République de Taïwan. Mais pour la Chine populaire, cela serait un casus belli, puisque la Chine populaire considère que Taïwan fait partie de la Chine. Je viens d'expliquer que la légitimité historique de la République populaire de Chine sur Taïwan n'existe pas, puisque Taïwan n'a jamais fait partie de la République populaire de Chine depuis la création de cette dernière en 1949. Et que, en dehors de la légitimité de la République populaire de Chine, la légitimité même de la Chine est contestable, puisque Taïwan a subi des influences diverses, a eu une histoire différente de celle de la Chine,
même si il est vrai qu'à partir du XVIe, XVIIe siècle, elle a connu plusieurs vagues d'immigration du continent, donc des Chinois qui sont venus s'installer à Taïwan et qui petit à petit sont devenus majoritaires. Ils le sont encore plus depuis 1949, puisque nous l'avons vu au début de cette émission. Beaucoup de Chinois ont suivi Chiang Kai-shek et ont fui la prise de pouvoir des communistes pour se réfugier à Taïwan. Donc, le peuple taïwanais d'aujourd'hui est composé de différentes populations. D'abord, il y a les tribus, les ethnies autochtones, qui ne constituent plus que quelques pourcents de la population, mais qui ne sont pas chinoises ethniquement. Puis, il y a eu diverses vagues d'immigration chinoise qui se sont installées à Taïwan. Toutes n'ont pas la même relation avec la Chine. Pour certains, le souvenir de la Chine est encore très vivace, puisque ce sont leurs parents ou leurs grands-parents qui ont fui le continent pour s'installer à Taïwan. Mais pour d'autres, leurs familles ont des racines taïwanaises depuis 200 ans, 300 ans. Et le fait que Taïwan soit devenu un État démocratique fait que l'idée d'une réunification avec la Chine populaire, est de moins en moins attractive, en particulier pour la jeunesse, qui, depuis l'émergence d'une société démocratique dans les années 90, s'est forgée, je dirais, une mentalité différente de celle des Chinois du continent. Ils sont conscients des libertés dont ils jouissent, la liberté d'expression, liberté de choisir le candidat de son choix aux élections, le parti de son choix. Ils savent que tout cela, ils le perdront en cas de réunification avec la Chine populaire, qui est un État à parti unique. Donc tout cela, ça fait que la Chine, l'idée de cette réunification est devenue un peu un épouvantail pour beaucoup de Taïwanais, même si certains souhaiteraient effectivement la réunification avec la Chine. Alors, mon point de vue là-dessus, c'est que de la même manière qu'en Ukraine, il fallait choisir entre un pays démocratique attaqué par son puissant voisin, l'Ukraine attaquée par la Russie, et que pour ma part, je n'ai pas hésité à considérer que c'est toujours l'agresseur qui doit être condamné. Et quelles que soient les raisons et les excuses historiques avancées par Poutine, le fait qu'ils aient lancé cette opération militaire meurtrière, le fait qu'ils aient commis ces massacres, ces crimes de guerre qui ont été documentés et prouvés, fait qu'il est moralement impossible d'être pro-russe dans cette affaire. La même chose s'applique à la question taïwanaise. On a d'un côté un pays de 23-24 millions d'habitants, libre, démocratique, avec, j'ai oublié de mentionner la liberté religieuse, une liberté religieuse totale, une liberté des mœurs également très grande. Et de l'autre côté, l'alternative, c'est un pays d'1,5 milliard d'habitants, sous une dictature communiste, qui opprime ses minorités. Je pense en particulier au Tibet, aux Tibétains. Tibet qui a été annexé manu militari par la Chine populaire après 1949. C'est le sort qu'aurait subi Taïwan s'il n'y avait pas eu la mer qui séparait Taïwan
de la Chine. Cette identité tibétaine piétinée, éradiquée. Le Dalai Lama, encore aujourd'hui en exil en Inde. Tous ces moines bouddhistes qui ont été tués, arrêtés, envoyés en camp de concentration. Il y a la question des Ouïghours, le fameux Xinjiang, que pour ma part je préfère appeler Turkestan oriental. Le peuple ouïghour, qui est musulman, très majoritairement musulman, mais qui, depuis l'instauration de la République populaire de Chine, subit un véritable colonialisme de peuplement, comme le Tibet d'ailleurs. Des millions et des millions de Chinois ont été encouragés à s'installer tant au Tibet qu'au Xinjiang, afin que les peuples autochtones deviennent minoritaires sur leur propre sol. C'est en pas être le cas au Xinjiang, puisque les Ouïghours aujourd'hui ne représentent plus que 40% ou 45% de la population totale. J'ai évoqué la liberté religieuse. Cette liberté religieuse n'existe pas en Chine. Ou alors, si elle existe, c'est une liberté de façade avec des institutions religieuses directement sous le contrôle du Parti communiste. Pour ce qui est de l'islam, l'islam est insoluble apparemment dans le communisme à la chinoise, et donc la répression du régime communiste au Xinjiang est absolument épouvantable. On parle de millions de gens en camps de rééducation, appelés par les autorités centres de formation ou je ne sais quoi. On parle de répression quant à la pratique religieuse islamique, d'impossibilité de pratiquer les commandements de l'islam, en particulier le ramadan, en particulier les 5 prières quotidiennes, etc. On parle de stérilisation forcée de femmes ouïghours. Je ne vais pas m'étendre sur cette question. Je pense que des documentaires qui sont passés sur de grandes chaînes de télévision ont abondamment montré l'ampleur de ce que certains n'hésitent pas à qualifier de génocide. Là, j'ai parlé de 2 grandes minorités, les Tibétains et les Ouïghours. Mais ce ne sont pas les seuls. Les Mongols ont subi le même sort. N'oublions pas que l'actuelle Mongolie n'est qu'une partie de la Mongolie historique, et que, autrefois d'ailleurs, la Mongolie actuelle, on l'appelait Mongolie extérieure. Pourquoi extérieure? Parce qu'il existe une Mongolie intérieure, qui est intégrée à la République populaire de Chine. Et là aussi, les Mongols sont devenus minoritaires sur leur propre sol. Ils ont subi la même colonisation de peuplement. La liberté religieuse n'existe pas pour les chrétiens non plus. Les chrétiens ont été durement réprimés, et en ce qui concerne l'Église catholique, il existe une Église officielle, directement contrôlée par le Parti communiste chinois, qui nomme les évêques, qui contrôle la vie de cette Église, les homélies des prêtres, et une Église que je qualifierais Église des catacombes, Église clandestine, qui reste fidèle à Rome. Combien de prêtres, combien d'évêques sont morts en camp de concentration? L'actuel pape François a tenté de conclure un accord avec le régime de Pékin, mais ça a été un accord de dupes. Parce qu'en reconnaissant l'Église officielle, le Vatican n'a pas obtenu la libération, je dirais, de l'Église légitime, de l'Église des catacombes. Et les catholiques fidèles à Rome sont toujours persécutés par le gouvernement chinois. Quel contraste avec Taïwan, où toutes les religions sont florissantes. La religion bouddhiste, la religion taoïste, mais aussi les différentes obédiences chrétiennes,
et même l'islam, puisqu'il existe une petite communauté musulmane à Taïwan. Donc pour toutes ces raisons, je ne veux pas trop m'étendre, le choix est clair. Même si Taïwan est considéré par certains comme un pion des États-Unis, malgré tout, c'est une île, et en tant qu'insulaire, j'ai beaucoup de sympathie pour les îles. C'est une île libre, démocratique, dont le système doit perdurer. Alors, réunification ou pas réunification, c'est au peuple taïwanais d'en décider. C'est pas à la communauté internationale, et c'est certainement pas à Xi Jinping d'en décider. Je vais retourner vers la carte pour parler d'un autre problème dont nos grands médias parlent très rarement. Il s'agit de la question de la mer de Chine méridionale. Vous le voyez sur la carte, cette mer qui fait partie en fait de l'océan Pacifique, mais elle est délimitée par, d'une part, la Chine continentale au nord et Taïwan, l'Asie du Sud-Est à l'ouest, en particulier le Vietnam, la péninsule formée par le sud de la Thaïlande et la Malaisie, la grande île de Bornéo, dont la partie nord, donc la partie littorale de la mer de Chine méridionale, est constituée d'une partie de la Malaisie et par le petit sultanat de Brunei, richissime État pétrolier. Et enfin, à l'est, cette mer de Chine méridionale est délimitée par les Philippines. Alors pour les Chinois, c'est très clair, enfin pour les Chinois, pour la République populaire de Chine, l'ensemble de la mer de Chine méridionale, d'ailleurs ce nom c'est eux qui l'ont donné, hein, c'est un nom chinois. Les Philippins ou les Vietnamiens ou les Malais l'appellent autrement. L'ensemble de cette mer appartient à la Chine. Et la frontière maritime telle que vue par Pékin passe pas loin des côtes malaises à Bornéo, pas loin des côtes philippines et tout près des côtes vietnamiennes. L'ensemble de l'espace maritime est censé appartenir à la République populaire de Chine. Là aussi sur des fantasmes historiques qui sont contestés par tous les historiens sérieux. Fort de sa puissance économique et militaire, la Chine a entrepris de s'emparer des îles et îlots et rochers qui parsèment cette mer, en particulier les Paracels et d'autres îles que l'on ne voit pas malheureusement sur cette carte. Des îles qui sont également revendiquées par le Vietnam, par Taïwan, par les Philippines, par la Malaisie. Et sur certains de ces rochers qui affleurent à peine, ce sont des îles inhabitées, hein, sur certains de ces rochers qui affleurent à peine des flots, la Chine a construit au mépris de l'écologie des pistes d'atterrissage, des ports, avec beaucoup Bref, ils ont bétonné ces îlots pour pouvoir faire flotter le drapeau rouge de la Chine populaire dessus et affirmer leur présence sur ces territoires contestés. Ce qui permet donc d'appuyer leurs revendications sur l'ensemble de la mer de Chine méridionale. Et qui leur permet également de revendiquer les richesses de cette mer. Les richesses halieutiques, ce sont des eaux très poissonneuses, mais aussi d'éventuelles richesses pétrolières ou gazières que pourrait receler le sous-sol des fonds marins de cette mer de Chine méridionale. Donc, certains beaux esprits à Paris ou ailleurs prétendent que la Chine est un pays pacifique qui ne menace personne. Je viens d'expliquer que la Chine
menace Taïwan, mais la Chine menace aussi ses voisins immédiats que sont le Vietnam, les Philippines, la Malaisie, Brunei. J'ajouterais même que la Chine a un conflit territorial avec le Japon, puisqu'il y a une petite île au sud des îles, au sud d'Okinawa, des îles Ryukyu. Il y a une petite île qui est contestée, qui appartient au Japon, mais qui est revendiquée par la Chine. Donc en fait, la Chine menace tous ses voisins de l'Est. Elle menace également ses voisins de l'Ouest, puisque toujours en regardant la carte, on voit l'Himalaya et en particulier le Cachemire au nord de l'Inde. On parle souvent du conflit entre le Pakistan et l'Inde au sujet du Cachemire. Un tiers du Cachemire est contrôlé par le Pakistan, 2 tiers par l'Inde. Mais on oublie toujours de parler de la zone qui a été illégalement annexée militairement par la Chine. Donc il existe une petite portion du Cachemire, à l'est du Cachemire, qui a été occupée par l'Inde. Et cette situation a souvent dégénéré en conflit ouvert entre l'Inde et la Chine. Il y a régulièrement des affrontements dans des zones très très élevées en altitude. Donc l'Inde se sent directement menacée par la Chine. D'où mon scepticisme quant à une éventuelle grande alliance que formeraient, selon certains analystes, la Chine, l'Inde et la Russie. Je reviens à l'écran pour terminer cette émission et pour évoquer l'impérialisme économique de la Chine à l'échelle du monde. La Chine a des ambitions énormes. J'en ai été le témoin moi-même en Afrique, où un après l'autre, les alliés de Taïwan ont rompu avec Taïwan pour établir des relations avec la Chine, persuadés qu'ils obtiendraient davantage de la part de la Chine que de la part de Taïwan. Moi, j'ai pu voir la différence, puisque j'ai longtemps vécu au Malawi, qui était un pays allié de Taïwan, historiquement, et j'ai pu apprécier la qualité de la coopération taïwanaise au Malawi, qui se concentrait sur 2 domaines, l'agriculture et la santé. Taïwan a construit des hôpitaux, Taïwan a développé la culture du riz et surtout a formé les capacités humaines. Taïwan n'a pas envoyé des milliers et des milliers de coopérants ou d'ouvriers ou de travailleurs au Malawi. Taïwan a envoyé du personnel qualifié qui a formé les Malawiens dans les domaines dont je viens de parler, à savoir l'agriculture et la santé. Quel contraste avec la coopération chinoise, de Chine populaire, dont j'ai également été le témoin, qui envoie dans certains pays des milliers d'ouvriers. J'ai vu de mes propres yeux une route reliant la ville de Bukavu, en République démocratique du Congo, et l'aéroport de Bukavu, situé à une vingtaine de kilomètres, être construite par les Chinois. Et quand je dis construite, j'ai vu des Chinois, la pioche à la main, en train de construire cette route. J'espère qu'elle est goudronnée maintenant. Je pense qu'elle l'est. Mais est-ce cela la coopération? N'aurait-il pas mieux valu envoyer des ingénieurs, envoyer des experts en travaux publics pour former des Congolais et pour donner du travail à tous ces chômeurs congolais qui n'auraient pas mieux demandé que de travailler pendant quelques mois ou quelques années à la construction de cette route. Et puis, le piège dans ces contrats chinois, c'est que ces ouvriers envoyés par la Chine ne rentrent jamais chez eux. La plupart s'installent
Et que font-ils dans les pays où ils ont été envoyés après la fin du projet pour lequel ils étaient employés? Que font-ils? Eh bien, ils créent une petite boutique pour vendre des produits pas chers, made in China bien sûr. Mais en faisant cela, ils font une concurrence déloyale aux boutiquiers africains qui n'arrivent pas à soutenir la concurrence chinoise et qui ferment les uns après les autres. Et ça, on voit ça depuis le Sénégal jusqu'au Congo ou à l'Ouganda. On voit de plus en plus de petites boutiques chinoises apparaître qui vendent toutes les mêmes petites babioles, les mêmes piles. On ne peut pas dire d'ailleurs que ces piles chinoises sont des piles qui ne s'usent que l'on s'en sert, comme l'affirmait une certaine marque il y a quelques décennies. En fait, il m'est arrivé d'en acheter et au bout d'une heure ou deux, elles sont bonnes à jeter car si elles ne sont pas chères, elles ne durent pas longtemps et elles s'usent effectivement dès qu'on s'en sert. Je me souviens de l'énorme stade construit à Kampala, stade Mandela, enfin pas à Kampala mais à côté de Kampala, qui, à peine inauguré, révélait déjà ses malfaçons, notamment comment on appelle ça, des cracks qui mettaient en danger l'édifice. Quelle différence là encore avec la qualité de la coopération taïwanaise. J'ai vécu au Tchad, où les N'Djaménois parlent toujours du pont taïwanais, en parlant d'un pont qui traverse la Logone dans la banlieue de N'Djamena. Ce pont, effectivement, a été construit par la coopération taïwanaise, en utilisant des ouvriers tchadiens, bien sûr. Eh bien, à peine ce pont était-il inauguré que le Tchad a rompu avec Taïwan pour établir des relations avec la Chine qui avait surenchéri et promis monts et merveilles au gouvernement tchadien. Je pourrais parler aussi des échanges économiques entre la Chine et le reste du monde, en particulier avec l'Union européenne. Je suis un grand partisan des échanges économiques avec la Chine, mais encore faudrait-il que ces échanges soient équitables. Or, la liberté dont bénéficient les Chinois pour investir en Europe, les Européens ne bénéficient pas de cette même liberté en Chine. Des pans entiers de l'économie chinoise ne sont pas accessibles aux investisseurs européens, notamment dans le domaine de l'informatique, dans le domaine de la recherche. La Chine ne tient pas à avoir des capitaux étrangers, des investisseurs étrangers se mêler de secteurs qui sont considérés comme stratégiques. Or, en Europe, on n'a pas pris les mêmes précautions. Alors aujourd'hui, on découvre que TikTok représenterait un danger pour la sécurité des États-Unis et des pays européens. Et certaines mesures sont prises à l'encontre de TikTok. Mais TikTok, ce n'est que le sommet émergé de l'iceberg chinois. Rappelez-vous que la République populaire de Chine, par le biais de ses sociétés, et ces sociétés sont toutes des sociétés étatiques, rappelons qu'il s'agit d'un État communiste qui est toujours officiellement un pays communiste. Donc ces sociétés ne sont pas des sociétés privées, ces sociétés chinoises. Elles sont toutes liées au Parti communiste chinois. Eh bien, ces sociétés qui prennent le contrôle du port du Pirée ou d'infrastructures au Portugal, ces sociétés qui construisent des infrastructures routières au Monténégro ou en Serbie, l'aéroport de Toulouse,
qui était passé sous contrôle chinois il y a quelques années. Tout cela, on a laissé faire, on a fermé les yeux, pensant que ces échanges amèneraient peut-être un changement progressif en République populaire de Chine. Mais tout cela, c'était un marché de dupes et la Chine a réussi à s'implanter, à contrôler des pans entiers de l'économie européenne, alors que l'inverse n'est pas vrai. Voilà, je pense que cette émission a duré déjà suffisamment longtemps. J'ai eu plus de temps pour parler que lorsque je m'exprime sur les ondes de Radio Salve Regina. Donc, je me félicite que le président Macron soit en Chine, mais attention, attention. À mon humble avis, la République populaire de Chine représente à l'échelle mondiale un danger beaucoup plus grand du point de vue économique, du point de vue militaire, que ne l'est la pauvre Russie, dont le PIB équivaut à celui de l'Espagne. Donc, commercer avec la Chine, oui, mais il faut être très vigilant et il faut s'assurer que ces échanges soient toujours équitables et que la réciprocité s'applique. Et surtout, il faut continuer à soutenir Taïwan. Je vous remercie, chers amis auditeurs et auditrices, ou plutôt vidéospectateurs, et je vous laisse méditer les points que j'ai abordés sur le danger représenté par le pouvoir de plus en plus autocratique de Xi Jinping en République populaire de Chine. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une émission normale.